Bon, on va reprendre tranquillement. En particulier, on va aborder donc des points importants sur comment surveiller une patiente qui a une cholestase gravidique. Et donc, c'est le docteur Madar qui va aborder ces points. Merci Hugo. C'est en grande discussion. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à ce groupe de travail sur la cholestase gravidique en tant qu'expert. Je vais vous parler de la surveillance de la cholestase gravidique, à la fois biologique, mais aussi la surveillance échographique ou par analyse du rythme cardiaque fœtal. Et les questions que j'avais à traiter concernant la surveillance, c'est est-ce que chez les femmes qui présentent une cholestase gravidique, la surveillance biologique par dosage des acides biliaires et ou des transaminases, ou bien la surveillance par analyse du rythme cardiaque fœtal et ou par échographie obstétricale permet de réduire la morbimortalité périnatale. Et dans les critères de jugement qu'on a étudiés, on s'est intéressé à la mort périnatale, à la mort fœtale in utero, à la prématurité, à l'hospitalisation en néonatologie et au score d'Apgar inférieur à 7 à 5 minutes. Tout d'abord, quand on parle de la surveillance biologique, il y a une problématique, c'est qu'il n'y a aucun essai randomisé qui a évalué la question est-ce qu'on surveille versus on ne surveille pas, et on regarde est-ce qu'il y a une différence en termes de morbimortalité périnatale. En fait, on n'a qu'une méta-analyse, mais qui est de très bonne qualité et qui est une très grosse méta-analyse de 2019 par Ovadia, qui a à la fois des données individuelles à partir d'essais randomisés de cohortes et d'études cas témoins, ce qui fait un total de 5269 femmes pour lesquelles on avait des données individuelles pour chacune d'entre elles, et à la fois des données agrégées à partir d'études de cohortes ou d'études cas témoins, et 5557 femmes pour lesquelles on a réussi à extraire des données des études publiées. Et donc, au total, ça fait 10 826 femmes avec une cholestase gravidique qui était définie comme prurite et élévation des acides biliaires au-dessus de 10 et cytolyse, donc en fait la même définition que celle qu'on propose, et puis 165 000 femmes d'un groupe contrôle qui n'avaient pas de cholestase gravidique pour pouvoir comparer les femmes avec cholestase gravidique de celles qui n'en avaient pas et étudier l'association entre la morbimortalité périnatale et les marqueurs biologiques de la cholestase gravidique. Mais dans toutes ces études, la principale limite, c'est que seule la valeur biologique maximale des acides biliaires et ou des transaminases au cours du suivi a été retenue dans les analyses. Donc en fait, on interprète les femmes, dans les études, on interprète la gravité de la cholestase gravidique sur une valeur maximale au cours du suivi, sans savoir si c'était la valeur avant l'accouchement, sans savoir si il y avait une évolution des acides biliaires ou des transaminases au cours de leur grossesse, sans savoir non plus si ce prélèvement était fait à jeun ou pas, et sans aucune étude de l'impact d'un traitement potentiel par acide uraceux désoxycholique dont on a vu qu'il avait une action sur la valeur d'acide biliaire. Donc pour schématiser, cette patiente-là, qui a une cholestase gravidique diagnostiquée à 20 semaines d'aménorrhée, avec 20 d'acides biliaires et qui en fin de grossesse commence à avoir une élévation franche des acides biliaires à 80, sera strictement comparable dans la méta-analyse à celle-ci, qui avait 80 d'acides biliaires à 25 semaines d'aménorrhée, puis moins de 10 d'acides biliaires en fin de grossesse, est strictement comparable à celle-ci, qui avait 80 d'acides biliaires tout le temps. Donc, ces trois histoires cliniques, vous voyez qu'elles sont différentes en pratique. On n'a pas les mêmes patientes, ce n'est pas la même maladie probablement, en tout cas notre inquiétude n'est pas la même, et pourtant, dans la littérature, ces patientes vont être interprétées exactement de la même façon. Et donc les auteurs de toutes ces études qui sont dans la méta-analyse font une hypothèse très très forte et jamais vérifiée, que le risque de morbimortalité périnatale était uniquement en lien avec un pic d'acide biliaire, quel que soit l'âge gestationnel de survenue de ce pic, quelle que soit l'évolution des acides biliaires durant la grossesse, et quel que soit l'effet supposé du traitement. Et ça, c'est une limite qu'on ne pourra pas supprimer de la littérature qui existe sur la cholestase gravidique. Juste pour vous donner une idée en termes de prévalence, 1% des grossesses, globalement, la cholestase gravidique,
Et quand on regarde les cholestases gravidiques avec plus de 40 d'acide biliaire, on en parlera après de ce seuil, 40 micromoles par litre, ça correspond à 1 pour 1000 des grossesses et environ 5 à 20% des patientes ayant une cholestase gravidique. C'est 5 à 20% des patientes, du coup, qui ont une cholestase gravidique, qui auront, une fois au cours de leur suivi, si on dose des acides biliaires régulièrement, des acides biliaires supérieurs ou égaux à 40. Donc, quand on regarde le critère de jugement de la mortalité néonatale, il y a une association faible, voire très faible, entre mortalité néonatale et dosage biologique, qui soit des acides biliaires, des alates ou des azates. Alors vous voyez à droite, là, vous avez l'air sous la courbe ROC. C'est une façon de mesurer l'association, mais dans un sens diagnostique du test. C'est-à-dire qu'on fait un dosage biologique, donc c'est un test, et on évalue la pertinence de ce test pour diagnostiquer ou bien prédire, entre guillemets, la mortalité néonatale. Et quand la courbe ROC est égale à 0,5, il n'y a aucune... la valeur prédictive du test est vraiment nulle. Elle permet elle n'est pas du tout, le test n'est pas du tout discriminant pour prédire ou diagnostiquer la mortalité néonatale. Et donc là, on a des valeurs qui sont quand même proches de 0,5, avec la valeur la plus élevée qui est pour les acides biliaires à 0,62, mais ça reste un marqueur très faible de cette complication. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une vraie association entre acide biliaire et mortalité néonatale. Maintenant, on va parler de la mortalité in utero. Et pour rebondir sur les paroles de Nicolas, je n'ai pas mis mort fœtale in utero, j'ai parlé de la mortalité in utero. Et c'est un événement rare, on l'a vu tout à l'heure, non spécifique de la cholestase gravidique. On voit que dans la méta-analyse du Lancet d'Ovadia, il y a 0,9% de mort fœtale dans tout le groupe cholestase gravidique versus 0,3% dans tout le groupe des femmes qui n'avaient pas de cholestase gravidique. Et il y a un odds ratio à 1,46 qui est une association qui n'est pas significative entre cholestase gravidique et mort in utero. Mais en fait, le risque de mort fœtale in utero, il est dépendant de la valeur biologique maximale d'acide biliaire au cours du suivi et il est dépendant de l'âge gestationnel. Alors je vais vous remontrer globalement un peu ce que Nicolas vous a montré aussi. Vous voyez sur ce graphique, l'axe des abscisses, c'est le taux d'acide biliaire de 0 jusqu'à plus de 150. Vous avez les histogrammes, les barres bleues, qui correspondent au nombre de grossesses. Donc il y a beaucoup plus de grossesses avec des valeurs d'acide biliaire faibles que de grossesses avec des valeurs d'acide biliaire élevées. Et en rouge, c'est la prévalence de la mort fœtale. On voit que dans le groupe d'acide biliaire à moins de 40, il y a 0,13% de mort fœtale. Dans le groupe des acides biliaires compris entre 40 et 99 micromoles par litre, il y a 0,28% de mort fœtale. Et dans le groupe d'acide biliaire supérieur à 100, il y a 3,44% de mort fœtale. Pour un groupe contrôle, un taux de mort fœtale dans le groupe contrôle à 0,32%. Donc, ils n'ont pas fait de test statistique, mais il y a une vraie évolution du risque de mort fœtale en fonction du taux d'acide biliaire maximal au cours du suivi. Du coup, comme on a des données de suivi, on peut faire une courbe de survie. Et donc, vous avez la courbe verte qui correspond aux patientes qui ont une cholestase gravidique avec moins de 40 d'acide biliaire, qui est la courbe tout en bas du graphique. Et on voit qu'en fait, le risque de mort fœtale in utero, il reste très faible tout au long du suivi. La courbe violette, c'est le risque de mort fœtale in utero chez les patientes qui ont entre 40 et 99 d'acides biliaires. Et on voit que dès 38 semaines, il y a une élévation graphique du risque de mort fœtale in utero, mais qui n'est pas significative parce que le hazard ratio était à 2,35, non significatif parce que les événements étaient rares. Et la courbe rouge, c'est le risque de mort fœtale in utero chez les femmes qui ont plus de 100 micromoles d'acide biliaire au cours de leur suivi. Et donc, on remarque une élévation du risque de mort fœtale à partir d'environ 36 semaines, graphiquement. Et cette élévation, en tout cas, quand on la compare au risque de mort fœtale avec des acides biliaires inférieurs à 40, il est très significativement augmenté avec un hazard ratio à 30,5. Cette fois-ci, significatif. Et puis, donc ça, c'est des données de la méta-analyse d'Ovadia, mais il y a une cohorte prospective de Jeans en 2014 qui montrait quand même une association avec un odds ratio ajusté à 2,58 entre le risque de mort fœtale quand on a des acides biliaires au cours du suivi supérieur à 40 versus inférieur à 40. Toujours la mort fœtale, vous voyez cette courbe ROC dont je vous ai parlé tout à l'heure. En rouge, c'est la courbe ROC des acides biliaires totaux maximaux. Et donc on voit qu'elle est très proche
l'air sous la courbe de Rock était à 0,85, largement plus élevé que les 0,5 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Par contre, le risque de mort fétale n'était pas associé à la valeur de la cytolyse, parce que dans ces études où on avait des prélèvements de biologiques d'alate, il n'y avait pas d'association entre le taux d'alate maximal et le risque de mort fétale in utero. Maintenant, je vais vous parler de la prématurité. Pareil, les barres bleues, ça correspond au nombre de grossesses avec cholestase. En bas, c'est le nombre d'acides biliaires total maximal. Et puis les barres rouges, c'est les accouchements prématurés. On voit que la prématurité spontanée était de 6,7% pour des patientes avec moins de 40 d'acides biliaires, était de 8,9% pour des patientes qui avaient entre 40 et 99 d'acides biliaires, et que le taux de prématurité spontanée, je parle bien de prématurité spontanée, était de 16,5% chez les patientes qui avaient plus de 100 d'acides biliaires. Donc il y a une association qui existe et qui est significative entre cholestase gravidique et valeur maximale d'acide biliaire et risque de prématurité spontanée avec un odds ratio à 3,47, significativement augmenté. Il y a aussi cette association qu'on retrouve avec le risque de prématurité induite par les patients qu'on a déclenchés pour cholestase gravidique avec acide biliaire élevé. Et l'air sur la courbe Rock entre valeur maximale d'acide biliaire et prématurité était à 0,6. Pareil, on a des données de suivi, on peut faire des courbes de survie. Donc vous voyez le risque de prématurité spontanée en fonction du dosage d'acide biliaire. En rouge, les patientes qui ont plus de 100 d'acide biliaire, on voit que le risque d'accouchement avant 37 augmente dès 32 semaines. Donc ce risque de prématurité spontanée, il est dose dépendant. Il est augmenté quand les acides biliaires sont supérieurs à 100, avec un hazard ratio à 2,77. Et il est également augmenté quand les acides biliaires sont compris entre 40 et 99, quand on les compare avec des acides biliaires inférieurs à 40. Quand on regarde les autres critères de morbidité néonatale, l'association est très faible entre dosage maximal d'acide biliaire ou d'azatalate et l'hospitalisation néonatale et le score d'Apgar inférieur à 7 à 5 minutes. En fait, il y a une association à 1,47, des odds ratios à 1,47 à peu près dans chacun des groupes. Et cette association est très corrélée à prématurité. C'est sûr que plus il y a un risque de prématurité, si on n'en tient pas compte, plus on a un risque d'hospitalisation en néonatologie, plus on a un risque de score d'Apgar inférieur à 7 à 5 minutes. Donc au total, ce qu'on peut dire sur la surveillance biologique et la morbimortalité périnatale, c'est qu'il y a une association principalement entre la valeur maximale d'acide biliaire quand elle est supérieure à 40, mais surtout quand elle est supérieure à 100 micromoles par litre, et la mort fétale et la prématurité. Je rappelle qu'on n'a vraiment aucune donnée sur le moment de mesure, la cinétique et l'efficacité du traitement sur ce taux maximal d'acide biliaire. Donc attention à l'extrapolation qu'on peut faire de ces données de la littérature. L'association, elle existe également entre la valeur maximale d'alate et la mort fétale et la prématurité, mais cette association était plus faible, sans seuil défini pour le seuil maximal d'alate. Alors que pour les acides biliaires, on avait des seuils de valeurs élevées, supérieurs à 40 et supérieurs à 100. On sait quand même que l'acide urso-désoxycholique a une action sur les valeurs biologiques en réduisant la valeur totale d'acide biliaire et la valeur totale d'alate. Donc, on a proposé de recommander une surveillance biologique des acides biliaires et des transaminases sans qu'une fréquence puisse être déterminée pour réduire la morbimortalité périnatale et, entre parenthèses, le risque de mort fétale et de prématurité. Il faut quand même juste que vous sachiez, mais je pense que vous le savez tous déjà, que les acides biliaires sont considérés comme hors nomenclature en France. C'est-à-dire que quand on est sur un prélèvement dans un service public hospitalier, normalement, il y a des fonds prévus pour le rembourser. En tout cas, on ne demande pas à la patiente de payer ce dosage. Mais dans un laboratoire médical, ce n'est pas certain. En général, dans un laboratoire libéral, la patiente paye son dosage d'acide biliaire sans avoir de remboursement, avec un paiement, un prix qui est fixé aux alentours de 30 €. Cette recommandation de la surveillance biologique des acides biliaires et des transaminases sans qu'une fréquence puisse être déterminée pour réduire la morbimortalité périnatale était une recommandation faible. Vous avez bien vu toutes les limites de la littérature, avec une qualité de la preuve basse. Ce n'est pas parce qu'on a une très grosse méta-analyse avec beaucoup de patientes qu'en fait on peut extrapoler les résultats de ces méta-analyses. On a proposé cette recommandation aux relecteurs. 51 relecteurs
qui ont validé avec un accord à 82% la proposition. Mais on a eu des remarques. Au début, on n'avait pas mis les transaminases dans la recommandation. Et en fait, effectivement, il y a une association entre transaminases et le risque de mort fétale. Donc on s'est dit que si on surveillait les acides biliaires, on en profitait aussi pour surveiller les acides biliaires, mais on peut toujours, si on surveillait les acides biliaires, on en profitait pour surveiller aussi les transaminases, mais on ne peut toujours pas recommander de fréquence. Et il y a 100% des relecteurs du deuxième tour qui étaient d'accord avec cette proposition. Maintenant, concernant la surveillance par analyse du rythme cardiaque fœtal et ou l'échographie. Encore une problématique de cette surveillance et de la cholestase gravidique. Il n'y a aucune hypothèse qui suggère que la mort fœtale, qui est l'événement qu'on craint le plus en cas de cholestase gravidique, soit un processus progressif et par conséquent potentiellement accessible à un dépistage. La cholestase gravidique n'est pas classiquement associée à une restriction de croissance, à un oligoamnios, à une histologie placentaire anormale. Et donc ces trois caractéristiques sont habituellement des caractéristiques classiques pour lesquelles on sait que la surveillance par analyse du rythme cardiaque fœtal ou par échographie peut être considérée comme utile. Donc il y a un caractère totalement imprévisible de la mort fœtale en cas de cholestase gravidique. Et ce caractère totalement imprévisible, il a déjà étayé dans la littérature à partir de séries de cas où on retrouve des analyses de rythme strictement normales dans les heures et les jours qui précèdent le diagnostic de mort fœtale. Et les Doppler fœtaux ne semblent pas du tout permettre de prédire le risque de mort fœtale en cas de cholestase gravidique. Donc, on sait que la mort fœtale peut survenir, on n'a aucun moyen de la prédire, et l'analyse du rythme ne permet pas d'être strictement rassuré. Et puis, il n'y a aucune étude qui a étudié spécifiquement l'impact de la surveillance par analyse cardiaque du rythme pour réduire la morbidité périnatale. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune étude qui a comparé on surveille le rythme de certaines patientes versus on ne le surveille pas et on voit les issues. Donc ça aurait pu être une étude très fiable, mais il n'y a non plus aucune étude qui a comparé est-ce que la surveillance est associée à une quelconque réduction du risque de morbidité périnatale. Donc il n'y a aucune conclusion possible. On n'a qu'une seule cohorte rétrospective de 35 patientes, donc vous voyez la faiblesse du niveau de preuve, qui n'a pas retrouvé d'intérêt à l'hospitalisation en cas de cholestase gravidique, mais bon, aucune mort fœtale parmi les 35 patientes. Donc au total, les données de la littérature sont insuffisantes à la fois en qualité et en nombre pour émettre une recommandation quant à l'intérêt d'une surveillance par analyse du rythme cardiaque fœtal ou par échographie obstétricale pour réduire la morbimortalité périnatale. 90% des relecteurs au premier tour étaient d'accord. Il n'y a pas eu de deuxième tour pour cette question. Je vous remercie. Merci Hugo. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur. Bonjour et merci pour votre présentation et le travail qui a été mené. Ma question, c'est par rapport à l'évolution des acides biliaires. Donc, on a vu effectivement que selon les travaux des revues systématiques de Walker et Avadia, on avait effectivement une réduction, une amélioration des paramètres biologiques des acides biliaires et des transaminases. Et on avait une amélioration clinique de la patiente. Mais on n'a toujours pas traité la cause de la pathologie. Est-ce qu'une patiente, on a vu les 3 cas que vous nous avez présentés, une patiente qui fait à 28 semaines un très haut taux d'acide biliaire, on la met sous traitement, elle améliore son taux d'acide sur le plan biologique, est-ce que ce n'est pas aussi une attitude de l'autruche? On a traité cliniquement la patiente et biologiquement, mais le devenir sur la mort fœtale et sur le devenir néonatal n'est pas rassuré. En fait, au finish, la recommandation que vous nous présentez, ça nous met un peu en difficulté. C'est ça ma question. Merci. Merci de votre question. Alors, typiquement, c'est la principale limite de la littérature, c'est que la patiente dont vous nous parlez, qui est sous traitement, qui a eu un dosage très élevé à 28 semaines et qui s'améliore après, on ne peut pas la distinguer dans les analyses qui nous sont présentées de la patiente qui n'aura pas répondu au traitement concernant son risque de morbimortalité périnatale. Donc on ne peut pas la distinguer, donc je ne peux pas répondre à la question est-ce que le traitement qui, dans une situation où les acides biliaires ont été très élevés, a permis de réduire de façon importante la valeur du dosage biologique d'acide biliaire, est-ce que cette patiente est plus rassurante
qu'une patiente qui aura une élévation constante des acides biliaires, la littérature ne permet pas de répondre à la question. Donc c'est la principale limite, et c'est pour ça que, en général, le dosage des acides biliaires est fait de façon régulière dans les études, et que nous, on recommande de le faire aussi de façon régulière sans du tout pouvoir déterminer une fréquence pour pouvoir interpréter l'évolution des acides biliaires, en tout cas pouvoir dépister si une patiente passe au-dessus de certains seuils de valeur d'acide biliaire, parce que si on ne fait pas de surveillance biologique, on ne pourra jamais savoir si la patiente pour laquelle on a diagnostiqué une cholestase biologique, une cholestase gravidique à 25 semaines, par exemple avec 12 acides biliaires, n'a pas, au cours de sa grossesse, des acides biliaires supérieurs à 40 ou supérieurs à 100. Est-ce que le souci, puisque vous cherchez un seuil, le fait c'est que l'AUDC va améliorer ce seuil et on se serait mis la tête, on se serait mis la tête dans un trou, mais en fait tout le corps il reste à la merci du prédateur. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question parce que l'événement était tellement rare dans le PG's trial pour permettre de savoir si la UDC avait une action sur la mort fœtale. Donc, je n'ai pas la réponse à cette question. C'est l'interprétation de chacun. Est-ce qu'il y a une association entre valeur maximale d'acide biliaire et complications dont la mort fœtale? Est-ce que cette association, elle disparaît quand on débute un traitement? On n'a pas les données parce que dans les essais randomisés avec des patients sous traitement, il y avait beaucoup moins de puissance, on n'avait pas 10 000 patientes, on peut pas, les événements étaient trop rares pour répondre à la question. Donc je ne sais pas. Merci. J'ai une question sur la pertinence du suivi en HAD des patientes qui ont une cholestase gravidique, puisque c'est classiquement une indication dont elles relèvent, compte tenu de ce que vous dites sur le non-intérêt de la surveillance par monitoring. Alors, on ne s'est pas permis de dire qu'il y avait un non-intérêt. On s'est dit que le monitoring ne pouvait pas prédire, en tout cas la mort fœtale ne pouvait pas être prédite par des monitorings antérieurs au cours du suivi. Et donc nous, on ne pouvait pas se permettre d'émettre une recommandation sur cette question. Donc oui, ça peut faire partie de critères d'hospitalisation en HAD pour certaines équipes. Ça peut aussi être des critères de surveillance complètement en ambulatoire pour d'autres, comme d'hospitalisation conventionnelle pour certaines autres. Donc vraiment, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une seule étude qui a étudié un bénéfice potentiel d'hospitalisation, mais à partir de 35 patientes, c'était évident qu'ils n'allaient pas retrouver de bénéfice tellement il n'y aurait pas de risque de mort fœtale sur 35 patientes mis en évidence. Donc on n'a pas pu faire de recommandations sur cette question. Au contraire, tout le monde peut être libre. Ça permet à chaque équipe de se sentir libre dans la surveillance qu'ils veulent proposer, les rythmes et hospitalisation ou pas. Pour compléter, il n'y a vraiment rien de rien dans la littérature. On ne sait pas comment les gens sont suivis, mais dans les essais randomisés sur les bras, il n'est pas expliqué que dans l'étude, le suivi proposé était X, Y, Z, à telle fréquence, de telle façon, ambulatoire, pas ambulatoire, et les différentes stratégies, on n'a rien de rien. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne s'est pas posé la question hospitalisation conventionnelle, ambulatoire complètement, HAD, etc. Donc, on a simplement, parce qu'il n'y a pas d'argument du tout pour penser que le rythme ou l'écho a un intérêt. Après, on n'a pas suffisamment de données pour dire il ne le faites pas parce que ça ne sert à rien, mais on peut penser que ça ne sert à rien. Et donc, vous avez compris qu'indirectement, la surveillance, elle peut ne pas du tout être en hospitalisation conventionnelle ou en HAD. Après, chacun fait ce qu'il veut et ça laisse une liberté à tout le monde de faire, d'avoir la prise en charge qu'il souhaite. Mais c'est typiquement ce que je vous disais en introduction sur les recommandations, PICO. En fait, on arrête de dire bon, nous, on pense que peut-être il faudrait que la surveillance soit dans d'autres types d'hospitalisation ou pas. On se refuse maintenant de faire ça. Et donc, on ne rentre pas dans un certain nombre de détails où il n'y a vraiment rien de rien et que la voix des uns et des autres compte autant que... Voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez. Et probablement que la surveillance peut être très allégée. Du coup, dans votre expérience empirique, quelle surveillance vous faites ? Alors là, on n'est plus dans le cadre des RPC, puisque là, on va chacun dire cette petite cuisine personnelle. On a longtemps fait un premier bilan en hospitalisation 48 heures, et puis on l'allège de plus en plus, et maintenant, on les voit une fois par semaine juste pour l'acide biliaire. En fait, le problème, comme l'a dit Hugo, c'est les acides biliaires. C'est les patientes, elles ont le suivi en libéral, avec un dosage d'acide biliaire
ben, à la fin, c'est elle qui paye les acides biliaires, et 30 € fait une fois par semaine, nous on fait une fois par semaine, et bien à la fin, ça fait un peu d'argent. Donc nous, on fait juste venir la patiente à l'hôpital, on la voit une fois, c'est juste pour qu'elle fasse leur dosage des acides biliaires, et c'est tout. Et si jamais il y a une recrudescence du taux des acides biliaires, ou qui est très important, il est vrai, en particulier quand c'est supérieur à 100, que nous, ça justifie une hospitalisation pour voilà, une surveillance, et même pas si c'est pertinent, mais parce qu'on ne laisse pas une patiente avec un risque. C'est difficile de dire, madame, vous avez un risque un petit peu augmenté, mais on ne fait rien et rentrer à la maison. Donc voilà, ça c'est la cuisine personnelle. Je ne suis pas en train de dire du tout que ce qu'on fait doit être répliqué partout de la même façon. Oui, monsieur. Oui, pardon. Et par rapport au dosage de la bilirubine, parfois on trouve dans certaines littératures le dosage de la bilirubine et puis un taux même critique supérieur à 30 et tout. Donc est-ce qu'on le prend en considération ou pas du tout? Alors, dans la méta-analyse d'Ovadia, il y a une très faible association entre le dosage de bilirubine maximale et le risque de mort fétale. J'en ai pas parlé ici parce qu'on parlait que des transaminases et des acides biliaires, pardon. Mais cette association est beaucoup plus faible que l'association qui existe entre l'acide biliaire et le risque. Donc il y a une petite association. Le problème aussi qui se pose avec la bilirubine, c'est le diagnostic différentiel. Parce qu'il ne faut pas négliger des pathologies hépatiques et typiquement des pathologies hépatobiliaires qui pourraient mimer des symptômes de cholestase, mais qui en fait ne sont pas des diagnostics de cholestase gravidique, mais qui sont le reflet d'hépatopathies ou de maladies des voies biliaires qui ne sont pas liées à la grossesse. Donc il y a une très faible association, mais on n'en parle pas, mais effectivement elle existe. Okay, merci. Enfin, avant de passer au topo suivant, pour compléter ce que disait Hugo, il ne faudrait pas retenir, je pense, le fait que quand vous avez des acides biliaires à 250, ce qui arrive rarement, mais de temps en temps à 28 semaines, du fait du risque de mort in utero, il va falloir faire une prématurité à 32, parce que tout d'un coup, on a peur que la mort in utero survienne. Comme vous l'avez vu sur les graphiques que vous a présentés tout à l'heure Nicolas et Hugo, en fait, ce risque de décès in utero, même sur des taux d'acide biliaire qui sont très élevés, en fait, c'est plutôt à partir de 36, 35 pour les taux d'acide biliaire très élevés. 36, c'est totalement exceptionnel à 28, 29, 30. Donc il faut aussi, dans le discours, ne pas du tout être trop inquiétant par rapport aux patientes, et en tout cas entraîner des prématurités plus ou moins sévères sur un risque qui reste extrêmement faible. Et je me permets de compléter que dans le groupe d'acide biliaire inférieur à 40, on voit ici la prévalence de mort fétale parmi les patientes qui ont une cholestase gravidique avec des acides biliaires inférieurs à 40 était de 0,13%. Dans le groupe contrôle de patientes qui n'avaient pas de cholestase du tout, c'était de 0,32%. Même s'il n'y a pas de test statistique, c'est quand même rassurant. C'est des questions fréquentes. Oui, monsieur. On n'a pas du tout parlé du TP ou de mécanismes autour de la vitamine K. Moi, j'avais notion que ça pouvait être potentiellement perturbé. Donc, est-ce que vous avez des données à ce niveau-là? Il y a des case reports de patientes qui ont effectivement des cholestases gravidiques qui ont une forme très particulière avec insuffisance hépatocellulaire. Ce n'est pas du tout la présentation commune de la pathologie. Nous, on n'a pas abordé cette question parce que c'est du domaine de l'ultra-spécialité des phénomènes très rares. Et probablement qu'il y a un problème du diagnostic différentiel et que ce n'est peut-être pas des cholestases gravidiques à proprement parler, mais plutôt des hépatopathies qui sont diagnostiquées pendant la grossesse et qu'on diagnostique à tort comme des cholestases gravidiques. Alors, c'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'il traîne dans la littérature des histoires où il y aurait un TP qui serait diminué et pourrait se poser la question de faire une supplémentation en vitamine K en fin de grossesse pour diminuer le risque hémorragique, si j'anticipe un petit peu là votre pensée. En fait, il n'y a rien de rien. Et il n'y a pas d'argument pour penser qu'une patiente, on n'a pas du tout parlé, mais qu'une patiente qui a une cholestase a un risque d'hémorragie du postpartum ou d'hémorragie anténatale qui est supérieur à une population générale. Donc, si la question qui était sous-jacente, c'est est-ce que ça vaut le coup de surveiller, mettre de la vitamine K si ça diminue, ou être inquiet par rapport au risque hémorragique, la réponse est clairement non. Ok, merci Hugo. Merci. On va passer donc maintenant à la parole au docteur Pierre Delorme, qui va nous parler justement dans ces problématiques de situations parfois difficiles de cholestase, d'acide biliaire ou de symptomatologie résistante à l'acide ursodeoxycholique, s'il y a de la place pour des alternatives thérapeutiques. Merci Pierre. Bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir permis de participer à ces RPC. C'est
intéressant d'un point de vue intellectuel de pouvoir réfléchir à une question, de voir les autres experts et de voir vos discussions à ce propos. Donc merci pour ça. Ce topo donc garantit sans lien d'intérêt et sans pléonasme, je l'espère, qui donc va traiter de la cholestéramine, de la S-adénosylméthionine, des échanges plasmatiques et de la rifampicine. Donc les questions PICO qui ont été retenues par le groupe, c'est chez les femmes présentant une cholestase gravidique, l'acide ursodesoxycholique permet-il de réduire le prurite maternel ou la morbidité périnatale? On ne va pas aller beaucoup plus dans le détail vu la pauvreté des données, c'est ça qui va ressortir de ce topo, en comparaison avec donc le questran dont une question a été posée tout à l'heure, la cholestéramine, ou la S-adénosylméthionine, la SAM dont on a un petit peu parlé avec Anan. La rifampicine permet-elle de réduire la morbidité maternelle ou néonatale? Et la dernière question que j'aborderai, c'est est-ce que les échanges plasmatiques permettent de réduire le prurite maternel ou la morbidité néonatale de la même façon au sens large? Pour contextualiser un tout petit peu, parce qu'on se pose des questions sur l'évolution du prurite avec différents traitements, et j'ai trouvé ça intéressant de juste se redire pourquoi ces traitements ont été tentés et utilisés. Donc le concept de la cholestase gravidique. Alors je suis que gynécologue, hein, donc je vais essayer de faire quelque chose de succinct et de pas faux. Globalement, le cycle entérohépatique, vous le savez, hein, il y a des acides biliaires qui sont sécrétés, qui rejoignent le tube digestif, qui permettent d'absorber des substances qui sont dans le tube digestif et qui reviennent. Et donc il y a un cycle primaire, secondaire, tertiaire, c'est-à-dire que ces acides biliaires, il y en a des endogènes et il y en a qui sont absorbés. Et le mécanisme du prurite dans la cholestase gravidique, c'est l'accumulation de ces acides biliaires au niveau de la peau. C'est-à-dire que comme la concentration est trop élevée dans le sang, il va y avoir une activation de certains neurotransmetteurs au niveau de la peau qui vont induire la sensation de prurite qui va être de fait diffuse puisque c'est systémique. L'acide ursodesoxycholique, c'est un acide biliaire endogène qui représente à peu près 3 à 5% des acides biliaires du corps humain, même s'il est très présent chez l'ours brun. C'est pour ça qu'il porte ce petit nom, mais il est que 3 à 5% chez l'être humain. Et quand on en donne, donc les mécanismes d'action de l'acide ursodesoxycholique pour diminuer le prurite ne sont pas extrêmement clairs. En tout cas pas pour moi, et pas pour ce qui semble être les spécialistes dans la littérature. Globalement, il y a à la fois une fonction de promoteur de la transcription de certains gènes qui va permettre à la fois de faire apparaître des transmetteurs au niveau digestif et au niveau des hépatocytes pour faire sortir les acides biliaires qui ont une toxicité propre et qui induisent l'acidolyse hépatique. Et puis, par ailleurs, ils vont permettre aussi de chélater certains acides biliaires. Donc il y a un mécanisme double, promotion de certains gènes et chélation de certains acides biliaires toxiques. La S-adénosylméthionine, c'est un médicament qui est un peu complexe, qui est traité comme un complément alimentaire par beaucoup, mais pour pouvoir le donner dans des doses qui sont utilisées dans la cholestase, on le donne en perfusion IV à des très grosses doses. Et globalement, son mécanisme d'action est complètement différent. Donc lui, son objectif serait de moduler la production de neurotransmetteurs responsables du prurite. C'est pour ça que ça pourrait être efficace. Ce n'est pas du tout un mécanisme sur le cycle entérohépatique, c'est sur la neurotransmission du prurite. La cholestéramine, c'est un médicament qui n'a pas de passage systémique et dont l'objectif est de faire en gros une stéatorée, c'est une malabsorption des acides biliaires et donc de casser le cycle entérohépatique de réabsorption et de pouvoir permettre d'excréter par voie digestive les acides biliaires. Donc on s'attend à un effet secondaire à type de diarrhée ou de stéatorée. La rifampicine, par la promotion de certains gènes, pourrait également augmenter l'excrétion d'acides biliaires et elle a aussi un rôle en ce sens qu'elle sature certains transmetteurs transmembranaires qui permettent d'excréter les acides biliaires. Et en fait, la rifampicine va avoir un rôle compétitif et va éviter la réabsorption de certains acides biliaires. Les échanges plasmatiques, je ne rentre pas dans le détail, on retire les acides biliaires circulants avec un filtre. Quand les RPC sont organisés, c'est à la fois parce qu'il y a des problèmes cliniques, parce qu'il y a une absence de recommandations récentes, et puis c'est quand il y a de la littérature récente, quand il y a de la production de science sur un sujet qui va permettre de pouvoir répondre à des questions que nos gentils organisateurs nous convoquent. Et donc là, le papier Pitches, dont tout le monde vous a parlé avec gourmandise, moi, j'y ai pas accès parce qu'il ne traite pas du tout du sujet, donc je ne peux pas m'appuyer sur ces données récentes et intéressantes. Alors on se pose la question de fait des méta-analyses. Comme vous l'a dit Nicolas, Ovadia elle reprend certes 80% des données de Pitches, mais il y a d'autres sujets. Et puis il y a la méta-analyse de Bach dont on a parlé qui est hyper bien aussi. Et puis il y a la méta-analyse de Grand Maison, il y a celle de Kong. Et en fait ces méta-analyses, donc la première problématique d'une méta-analyse, on en a parlé, c'est les limites entre les données agrégées ou les données sur caractéristiques individuelles, c'est que les caractéristiques des patients ne sont pas toujours les mêmes. C'est parfois différents niveaux de sévérité de cholestase qui sont inclus, c'est parfois pas exactement les mêmes doses de traitement, mais malgré ça, c'est intéressant.
Moi, je n'ai pas pu du tout utiliser ces méta-analyses-là parce que vous le voyez, dans le groupe comparateur, la S-adénosine-méthionine ou la cholestéramine sont des traitements qui sont tellement peu utilisés dans les études à titre seul qu'elles sont même colligées dans les méta-analyses. C'est-à-dire qu'on compare l'utilisation de l'acide ursodesoxycholique à l'un des autres traitements, cholestéramide ou SAM ou autre chose. Et ça ne nous permet pas, c'est des méta-analyses, elles existent, mais je ne vous en présenterai pas les résultats parce que là, on est vraiment dans un biais qui fait que ces résultats ne sont pas interprétables. Donc ça non plus, on n'y a pas accès. Alors, il reste une méta-analyse qui, pour moi, va être la plus intéressante, dont on vous a déjà parlé également, parce qu'elle a, à mon avis, deux vertus. Certes, ce sont des données agrégées. La première vertu, c'est qu'elle s'est attachée à différencier les critères de jugement de prurite quand ils n'étaient pas communs dans les études, au lieu de les pouler, ce que je trouve assez intéressant. Et deuxièmement, elle a récupéré les études individuelles qui concernent notre sujet. Donc, je commence par la cholestéramine, donc le Questran, ce médicament qui est donc un chélateur digestif des acides biliaires. Et bien là, il y a un essai randomisé qui a été publié en 2005 avec 42 femmes par bras, un essai modeste, mais il a le mérite d'être là, et qui lui montrait une réduction du prurite. Alors, la méthode d'évaluation, c'était une échelle qui allait de 0 à 4 et qui était réalisée à J14, OK, et on avait une différence significative sur la réduction du prurite en faveur de l'acide ursodesoxycholique. Ça ne fait pas beaucoup, donc en termes de qualité de preuve, on ne va pas aller très loin, mais heureusement, il y a la méta-analyse. Alors, un essai randomisé, la méta-analyse, rapidement, c'est décevant, puisqu'on voit bien, il y a une donnée. Alors, j'ai essayé de vendre ça aux organisateurs, mais ça ne change pas le niveau de preuve. Ce n'est pas parce que ça a été inclus dans une méta-analyse avec un seul essai que ça change quelque chose. Donc, malheureusement, on reste sur un niveau de preuve assez faible, vous allez le voir pour la cholestéramine. Malgré tout, un effet sur le prurite qui est moins bon et aucune différence sur les critères néonataux. Je ne vous présente pas ces résultats-là. La S-adénosine-méthionine, donc ce modulateur de la transmission du prurite, 4 essais randomisés qui permettent d'avoir une comparaison sur le prurite avec la UDC, parce qu'il y a d'autres essais qu'on n'a pas choisi de retenir du fait de leur qualité. Les 4 essais retenus entre 1996 et 2015, avec des doses variables de l'AUDC, entre 500 mg jusqu'à 2 grammes par jour, et la S-adénosine-méthionine, donc comme je vous l'ai dit, qui était donnée intraveineux pour être aux doses souhaitées. Il n'y a aucune différence sur les critères néonataux. Et quand on s'intéresse à la méta-analyse, donc ce que je vous disais, c'est ce qui est intéressant avec cette méta-analyse, c'est qu'elle a refusé d'agréger l'amélioration du prurite, ce qui est fait dans certaines méta-analyses, et elle a gardé. Donc là, on a any improvement, marked improvement, complete resolution ou complete resolution or marked improvement. Donc l'avantage de ça, c'est que c'est transparent et facile à lire. L'inconvénient, c'est que du coup, on poule une étude à pas d'étude et qu'au final, on n'arrive pas à montrer de différences significatives, même si voilà, ce que semblent montrer ces données, c'est que l'acide ursodesoxycholique a l'air un peu plus efficace que la S-adénosine-méthionine pour réduire le prurite, mais on n'a pas une preuve scientifique établie avec les données dont on dispose et qui sont suffisamment de qualité pour être poulées dans une méta-analyse. Sur le devenir néonatal, pas de différence non plus, et vu les effectifs, les quelques résultats qui apparaissent ne permettent pas de tirer des conclusions. Donc pour répondre à la question, en cas de cholestase gravidique, l'acide ursodesoxycholique semble plus efficace sur le prurite que la cholestéramine, un papier, et n'a pas montré sa supériorité par rapport à la SAM. On a l'impression que, mais ça n'a pas montré sa supériorité. Mais l'évaluation de ces deux derniers les évaluations sont très insuffisantes. Donc chez les femmes ayant une cholestase gravidique, il est recommandé d'administrer de l'acide ursodesoxycholique et non de la cholestéramine ou de la SAM pour réduire l'intensité du prurite maternel. C'est une recommandation forte, malgré une qualité de la preuve basse. Et par rapport à la question qui a été posée sur l'adjonction du Questran en cas d'échec de l'acide ursodesoxycholique, il n'existe pas d'essais qui ont comparé l'adjonction du Questran ou de la cholestéramide versus pas d'adjonction. On a simplement des essais, ce sont des séries de cas qui disent on a rajouté du Questran et vraiment c'était chouette, les patientes se grattaient un peu moins, sans calcul statistique qui est fait, parce qu'il n'y a pas de groupe de comparaison, puisque c'est les patientes non soulagées qui bénéficiaient de l'ajout de la cholestéramine. Donc on n'a pas de papier qu'on peut vous présenter ici. La rifampicine, de la même façon, il y a des données en dehors de la grossesse un petit peu, et puis il y a une efficacité qui est décrite sans moyen de comparaison. C'est donc, on dispose de séries de cas de patientes où chez les 20-30% des femmes qui ne sont pas soulagées par les IDC, on ajoute de la rifampicine et on décrit chez ces femmes après un taux de succès, mais toutes les femmes en échec d'AUDC sont exposées à la rifampicine, donc on n'a pas de groupe de comparaison que je peux vous présenter. Il y a cet essai randomisé qui s'appelle Turific et qui donc compare en première intention chez des femmes qui ont une cholestase gravidique apparue entre 14 et 34 semaines d'aménorrhée
avec des acides biliaires supérieurs à 40, c'est le critère d'inclusion de cette étude, l'utilisation de rifampicine seul versus acide ursodesoxycholique seul. Cette étude doit bientôt arriver à son terme et à publication. Sur les différentes informations qu'on peut trouver relatives à cette étude sur Internet, il est dit qu'ils ont été gênés dans le recueil des résultats par la pandémie de Covid et que, je cite le site Internet de Turific, on devrait en savoir plus en 2024. Donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est en tout cas pour répondre à la rifampicine ce qui va nous arriver de mieux. Chez les femmes présentant donc une cholestase gravidique, il est recommandé de ne pas utiliser la rifampicine pour réduire le prurite maternel et la morbidité périnatale, en sachant que la rifampicine est donc un inducteur enzymatique assez puissant et que chez les femmes qui sont exposées à la rifampicine, il y a des supplémentations en vitamine K à faire chez le nouveau-né pour prévenir le risque hémorragique. Donc on a déjà eu cette discussion au cours des RPC hier, mais quand un traitement n'a pas fait la preuve de son efficacité et n'a même pas été évalué, ce qui est le cas de la rifampicine, il est bien sûr recommandé de ne pas l'utiliser malgré une qualité de la preuve très basse. C'est pour ça qu'on ne s'est pas abstenu de faire une recommandation. Les échanges plasmatiques, ce qu'on retrouve dans la littérature à propos des cholestases gravidiques, ce sont des cas ou des séries avec moins de 20 patientes. Il faut savoir que les séries qui sont utilisées dans la littérature pour parler d'échanges plasmatiques sont des formes extrêmement précoces, extrêmement sévères, avec des femmes qui ont souvent des cholestases ou des cirrhoses biliaires primitives et qui débutent une grossesse avec une cholestase dite gravidique ensuite. L'efficacité est décrite et de la même façon que les autres médicaments dont je viens de vous parler, il n'y a pas de groupe de comparaison. On n'a pas un groupe échange plasmatique versus un groupe pas d'échange plasmatique. Donc il est décrit un soulagement du prurite des femmes, mais sans aucun moyen de comparaison. Dans l'ensemble des papiers qui sont donnés, la durée de l'efficacité du soulagement des femmes est inférieur à 5 jours et dans la plupart des cas, il est de 24 à 48 heures. C'est-à-dire qu'on fait l'échange plasmatique chez une femme qui est en échec de traitement de première intention et pendant 24 à 48 heures, elle ne présente moins ou plus de prurite. La plus grosse série qui ait été retrouvée était une vingtaine de cas. Pour mettre en comparaison cette efficacité de 24 à 48 heures, qui impose donc chez les femmes qui sont traitées par échange plasmatique d'en faire 2 à 3 par semaine pendant plusieurs semaines, je vous présente cette revue de 2021 de 753 cas de grossesse avec échange plasmatique, qui n'étaient pour aucun d'entre eux une cholestase gravidique. Et pour ces 753 femmes qui ont eu des échanges plasmatiques, on relevait 1% d'anomalie du rythme cardiaque fœtal imposant la naissance, 1% d'œdème aigu du poumon, 1% d'hypocalcémie nécessitant un traitement, 5% d'épisodes hypotensifs nécessitant l'interruption du traitement. Donc on rappelle, l'échange plasmatique n'a pas été comparé de façon adaptée à un autre traitement, doit être renouvelé toutes les 48-72 heures, parfois 5 jours pour être efficace, et est responsable dans 1% des cas d'effets indésirables graves et 5% des cas d'effets indésirables qui impliquent l'arrêt du traitement. Juste pour vous redonner les conclusions de ce papier sur les indications de l'échange plasmatique, parce que voilà, le message c'est que c'est pas rien un échange plasmatique, c'est que les traitements qui sont reconnus comme utiles dans ce papier, c'est dans certaines formes de microangiopathie et c'est du might be indicated et c'est vraiment avec précaution, c'est-à-dire que le papier, quand bien même l'échange plasmatique est montré comme étant efficace dans la pathologie, du fait des effets indésirables qui sont repérés, invite à la prudence. Donc dans la cholestase gravidique, évidemment, chez les femmes présentant une cholestase gravidique, il est recommandé de ne pas avoir recours à des échanges plasmatiques pour réduire le prurite maternel ou la morbidité périnatale. C'est une recommandation forte malgré une qualité de la preuve très basse, mais au vu de la lourdeur et des effets indésirables du traitement, c'est la décision que nous avons décidé de retenir. Petit résumé, puisque c'est de rigueur, cholestéramine, S-adénosine méthionide, rifampicine, échange plasmatique, c'est non. Ça, c'est facile à retenir. Les données sont pauvres et il n'y a pas de raison d'utiliser ces traitements. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre, pour ce topo très clair. Est-ce que vous avez des questions ? C'était super clair. Cool. C'est vrai que le message est clair, il n'y a rien qui fonctionne. Bon, on passe la parole maintenant à Denis Gallo pour savoir ce qu'il faut faire finalement en fin de grossesse ou au cours de la grossesse chez ces patientes qui ont une cholestase gravidique. Est-ce qu'il y a une place pour le déclenchement? Si oui, pour quel type de patiente? Denis, merci beaucoup. Très bien, merci et bonjour à tous. Donc finalement, il va y avoir pas mal de choses du topo qui vont
avoir été largement préparé par ce que nous venons d'entendre. Moi, le premier titre que je choisis d'afficher, c'est la tentation légitime de se soustraire au risque. On a vu que la cholestase gravidique, elle est associée à une augmentation du risque de prématurité. On aurait pu parler aussi du liquide amniotique méconial, du risque d'asphyxie fœtale, du risque de mort fœtale. Et cela avec une survenue brutale, sans signe avant-coureur. Donc on comprend que dans le métier qu'on exerce, lorsqu'on a une situation à haut risque et où on ne va pas réussir facilement à deviner la situation de dégradation, on a cette tentation de dire on n'a qu'à arrêter la grossesse. C'est pour cette raison que des auteurs, des sociétés savantes ont proposé une politique de déclenchement systématique en cas de cholestase gravidique, dans cette idée de réduire la morbidité périnatale et notamment la mort fœtale. Et cela, on l'a vu dans la littérature, notamment à partir des années 90. Alors, voici un papier qui avait été publié en 2018 qui reprenait des recommandations de différentes sociétés. Et vous voyez que dans la dernière ligne, là, qui est encadrée, il y avait des recommandations pour induire le travail, par exemple chez les Anglais à 37 semaines, chez d'autres à 38 semaines, en tenant compte peut-être de la sévérité de la pathologie, mais dans la plupart des situations, on annonçait un âge gestationnel sans plus de détails. Et finalement, ce n'est pas simplement l'existence d'un risque qui doit nous conduire à avoir une attitude interventionniste, c'est bien la sévérité de ce risque. Alors, on nous l'a bien présenté déjà à plusieurs reprises ce matin, à partir du travail de Caroline Ovadia, on voit que le risque de mort in utero en cas de cholestase, il n'est pas augmenté chez toutes les patientes. Ça dépend pour beaucoup du niveau qu'elles atteignent dans les acides biliaires. Et tant qu'elles sont en dessous de 40 et peut-être même en dessous de 100, le risque de mort in utero, il n'est pas très différent d'une population contrôle. Ça, c'est un message qui n'était pas le message véhiculé d'ordinaire. Et on voit par contre qu'il y a une nette augmentation du risque de mort in utero pour les patientes qui, à un moment, vont avoir franchi le seuil de 100 micromoles. Et sur ce diagramme, qu'on vous a déjà également présenté plusieurs fois, on voit bien que cette mort in utero, certes, elle n'est pas directement prévisible, mais elle survient la plupart du temps sur la fin de la grossesse, et pas au deuxième trimestre, par exemple. Alors, pour les taux d'acide biliaire les plus élevés, supérieurs à 100, c'est la plupart du temps vers 36 semaines que les choses vont se jouer et où on va avoir franchement cette augmentation du taux. Et si on reste à des taux d'acide biliaire dans la tranche des 40 à 99, c'est même encore un peu plus tard, vers 39 semaines. Alors on peut donc avoir en premier élément que oui, il a bien été montré qu'en cas de cholestase gravidique, il y a une augmentation du risque de mort in utero en comparaison à une population générale, mais ça c'est en fait surtout réservé aux patientes qui vont avoir des taux d'acide biliaire qui vont passer au-dessus de 100 et dans une moindre mesure au-dessus de 40. Et si une mort in utero nous attend, c'est plus volontiers lorsqu'on va avoir franchi des âges gestationnels de 36 semaines. Alors si on revient sur la littérature pour voir ce qui a vraiment été publié dans le cadre du déclenchement en cas de cholestase, on est extrêmement déçu. J'ai pu mettre ici le tableau parce qu'il n'y a que ces 4 études finalement qui peuvent être retenues. Et il y a beaucoup de points faibles, parce qu'il n'y a qu'un seul essai randomisé de petit effectif, 63 patientes. C'est-à-dire qu'ils ont mis 30 patientes dans le groupe qu'ils ont déclenché, qu'ils ont comparé à 33 patientes qu'ils n'ont pas déclenchées. Mais quand on regarde ces 33 patientes qui n'ont pas déclenché, la plupart, elles ont fini par être déclenchées très peu de temps après. Donc on n'a même pas un essai tout à fait bien construit. Il y a un autre gros problème, c'est que dans la plupart de ces essais, il n'y a eu aucune stratification sur la valeur des acides biliaires. On sait pourtant que c'est un critère clé, et on comprend qu'ils n'aient pas fait des études en stratifiant, parce qu'on nous l'a montré tout à l'heure, les patientes qui franchissent le seuil de 100, par exemple, elles sont quand même très peu nombreuses. Donc ça va être très difficile de mener des essais comme ça. Et il y a un papier tout à fait sérieux qui dit « Ne vous faites pas d'illusions, il n'y aura jamais un essai randomisé sur des patientes avec acide biliaire supérieur à 100 parce qu'on n'y arrivera pas. » Ensuite, il y a des modèles mathématiques qui ont été mis là, c'est le deuxième papier par exemple. Mais quand on regarde de près ces modèles qui essayaient de voir à quel âge il fallait envisager de déclencher, eh bien ils sont partis sur des hypothèses, notamment de dire que le taux de mort fœtale était stable. Et on a bien vu
depuis les données d'Ovadiac, ce n'est pas du tout vrai. Donc on peut d'emblée considérer que les résultats obtenus par ces essais-là sont forcément faux. Et puis pour beaucoup, ils sont partis sur des estimations de risque de mort fétale qui étaient en fait excessives, puisqu'on a vu que si on reste en dessous de 100, le risque de mort fétale, il va être à peine augmenté. En tout cas, pour toutes celles qui sont en dessous de 40, c'est vrai. Alors voilà les propositions des sociétés savantes. Finalement, elles ont pour beaucoup évolué à partir de la publication d'Ovadia de 2019. Et voyez que désormais, s'il est vrai que toutes les sociétés proposent un déclenchement, l'âge gestationnel depuis 19 est pour toutes les sociétés qui ont remis à jour leurs recommandations dépendant du taux d'acide biliaire. Et on voit que souvent, c'est ce seuil de 100 qui est choisi, le seuil de 40 pour certains, et globalement, si on est au-dessus de 100, les gens envisagent le déclenchement vers 36 semaines, et si on reste en dessous, les gens acceptent d'aller un peu plus loin avec une limite maximale aux alentours de 39 semaines. Et donc là, je vous démasque ce qui a été choisi ici dans le cadre de nos recommandations, c'est de dire oui, on va déclencher en tenant compte du taux d'acide biliaire. Si on dépasse le seuil de 100, on essaye de déclencher vers 36. Et puis, si on reste en dessous de 100, eh bien, on va pouvoir proposer, discuter du déclenchement entre 37 et 39 plus 6. Donc, il apparaît judicieux de discuter chaque situation au cas par cas, et notamment pour cette grande majorité de patientes qui vont rester en dessous de 100, on voit qu'on a une fourchette assez large. On nous dit, oui, déclenchez, mais attendez qu'elle franchisse 37 pour ne pas déclencher des prématurés, et vous pouvez aller jusqu'à 39 et 6. Et donc, finalement, on arrivera à une décision partagée avec la patiente sur le moment du déclenchement, et ce choix, il va être bien sûr fonction de plusieurs éléments, mais ce que l'on a proposé de mettre particulièrement en exergue, c'est quelle est la tolérance maternelle au prurite. Si la patiente peine, on ne va pas, lui imposer de prolonger la grossesse alors qu'elle nous explique combien sa qualité de vie est dégradée. Sur la stabilité des paramètres biologiques, ça rejoint un peu les graphiques que nous a montré Hugo tout à l'heure. C'est vrai que cliniquement, même si on n'a pas de données rationnelles formelles, si on voit que la situation est en train de se dégrader, on va peut-être être un peu moins enclin à patienter par rapport à une patiente qui a des taux d'acide biliaire qui sont tout à fait stables, voire qui ont tendance à diminuer un peu. Et puis, bien sûr, l'absence d'antécédents de mort in utero. Si on est face à une patiente qui a déjà eu un passé difficile, que ce soit lié à la cholestase ou pas à la cholestase d'ailleurs, on comprend bien qu'il sera difficile de lui proposer d'aller vers les âges gestationnels les plus avancés. Donc, la conclusion, et c'est une recommandation forte, même si la qualité de la preuve est basse, c'est que pour les femmes avec cholestase, il est recommandé d'induire la naissance pour des acides biliaires supérieurs ou égaux à 100 à partir de 36 semaines, en vue de réduire la morbidité périnatale et en particulier la mort fétale, et qu'en cas de concentration d'acide biliaire qui reste inférieure à 100, il est recommandé d'informer de la possibilité d'induire la naissance entre 37 et 39 plus 6, toujours pour réduire la morbidité périnatale. Voilà, je vous remercie. Merci Denis. J'imagine qu'il va y avoir des questions en attendant que les personnes arrivent au micro. Donc vous avez bien compris que, comme l'a bien dit Denis, en fait pour les acides biliaires, une cholestase avec des acides biliaires inférieurs à 40, on n'est même pas sûr qu'en fait il y a un surrisque de mort in utero par rapport à une population générale. Et quand il y a une mort in utero qui survient, rarement, on dit « Ah bah oui, mais il y avait une cholestase ». Et l'imputabilité n'est pas démontrée, et quand vous faites une autopsie, l'autopsie ne va pas vous dire, elle va vous dire l'examen est normal, mais elle ne va pas vous dire c'est une cholestase. Mais comme c'est dans un contexte de cholestase, on va dire cholestase. Mais on ne sait pas, parce qu'on sait malheureusement, et vous avez eu ce taux, c'est tout le problème du problème du déclenchement aujourd'hui à 39, c'est que le taux de mort in utero, là dans les séries de la population générale, il était à peu près de 1 sur 300, 1 sur 400, donc on ne sait pas très bien d'ailleurs à combien il est, s'il est entre 1 sur 500, 1 sur 800, mais il n'est pas 1 sur 2000, c'est là toute la problématique. Et donc, là aussi, pour ne pas être dans une politique aussi trop d'induction, laisser le choix à chaque patient et à chaque praticien dans la discussion, on a dit qu'il était proposé de procéder de la possibilité d'un déclenchement. Ça ne veut pas dire qu'on dit qu'il faut déclencher. Mais dans la réalité, eh bien, les patientes qui sont dans les études publiées, alors on ne sait pas si la réalité clinique, mais en fait les gens n'attendent pas. Et donc il y a une politique très
interventionnelle. Et d'ailleurs, beaucoup de gens dans la littérature se posent la question de la pertinence de cette induction. Mais comme aujourd'hui, on se pose la question de l'induction déjà à 39 semaines pour toutes les patientes, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais qu'il y a un débat, c'est vrai que dans le contexte de la cholestase, on voit bien qu'il y a un glissement et que les gens sont plutôt dans une politique, les soignants, dans une politique d'induction. Marc. Oui, j'ai une question. Comment, dans cet arbre décisionnel, vous intégrez les comorbidités? Par exemple, une personne qui a un diabète gestationnel plus une cholestase, un fœtus petit pour la gestationnelle plus une cholestase, etc. Alors, la question, c'est est-ce que la comorbidité pourrait influencer l'âge de déclenchement? Oui, on peut dire par exemple un diabète gestationnel plus, 40 d'acide biliaire. Est-ce que ça va nous pousser à aller plutôt vers 38 que vers 39, par exemple? Donc on a effectivement, je dirais, pas de données strictement rationnelles sur ces caractéristiques-là. Après, je pense qu'effectivement, dans la discussion singulière qui a lieu au cas par cas, pour des patientes qui vont cumuler certains facteurs de risque, on va vraisemblablement emporter la décision, mais on n'arrivera pas, nous, à être plus précis. On n'a déjà pas de réponse pour la maladie isolément, la cholestase gravidique. Alors, bien entendu, quand on additionne les pathologies, il y a encore moins de réponses. Mais ça semble logique qu'effectivement, quand on cumule les problèmes, on va être plus interventionniste, c'est sûr. Avec toutefois des mécanismes physiopathologiques qui sont différents. Donc, sur la logique d'additionner les facteurs de risque, on peut se poser question aussi. Alors, j'ai une question subsidiaire. Bon, d'abord, merci beaucoup d'avoir mis en avant tous ces travaux récents qui ont simplifié considérablement la réflexion sur la cholestase gravidique. On voit bien qu'il reste une difficulté, on dit à partir de 36 semaines, donc 36 plus 6, enfin, vous voyez, c'est pas si clair. Est-ce que vous recommanderiez, dans une institution donnée, d'avoir une proposition, on va dire, simplifiée, mais un peu arbitraire, pour faire toujours de la même manière, ou en tout cas faire toujours la même proposition? C'est pas, comme tu l'as vu, Marc, c'est pas tout à fait le sens de notre proposition de recommandation. Après, chacun, encore une fois, les recommandations sont là pour aider les praticiens à réfléchir justement, à se les approprier, et qu'au sein des services, chacun puisse se dire, par rapport à ce qui a été dit, nous on va plutôt s'orienter comme si. Par exemple, pour le bilan, on vous a expliqué qu'il n'y avait pas forcément besoin de faire un bilan systématique. Après, si certains disent, non, moi j'aime bien faire la sérologie CMV systématique, ça n'empêche pas de le faire. Donc c'est évidemment à chaque équipe, à chaque praticien, de s'approprier la proposition qui a été faite pour l'implémenter. Vous avez bien compris que si on a des acides biliaires qui sont à 250 et qu'on a envie de dire à la patiente à partir de 36, on peut peut-être attendre 39 et on verra à partir de 39, ce n'est pas tout à fait ce qu'on est en train de proposer. Mais après, c'est vraiment une situation au cas par cas. Et à titre personnel, c'est vrai que le côté un peu, on fait tous tout le temps la même chose, me semble pas tout à fait dans une nécessité d'individuation des soins, tout à fait, c'est pas, moi je trouve ça pas forcément très bien, même s'il faut au sein d'une équipe un espèce de cadre, parce que pour éviter que chacun fasse sa petite sauce dans son coin, il faut quand même qu'il y ait une orientation. Et c'est pour ça qu'on a longuement réfléchi à pas faire, si on est entre 80 et 100, si on est entre 40 et 80, et si on est entre 20 et 40, et si on est à 36, puis 37, puis 38, ce qu'ont fait certaines sociétés savantes, qui ont vraiment un peu stratifié, c'est totalement arbitraire. On sait qu'en plus, malheureusement, même si c'est absolument pas le but, les recommandations parfois sont utilisées par certains experts pour des problèmes médico-légaux, et comme la mort in utero, on n'est pas à l'abri d'avoir une patiente qui dise mais est-ce que les recommandations ont bien été respectées, etc. Et que ça serait hyper arbitraire. C'est pour ça qu'on a longuement réfléchi à ces deux phrases qui ont l'air un petit peu simples comme ça, mais pour justement que tous les tableaux, a priori, rentrent dans ces cases en laissant le plus grande marge de manœuvre à chacun
pour pouvoir s'y approprier. Et en particulier, ce que me disait Thomas, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, quand une patiente avait un prurite, on faisait 30 ans, un prurite, et puis on faisait un bilan, et tout d'un coup, il y avait un bilan perturbé, la patiente était poussée au bloc comme si c'était un HRP. Et donc là, on voit bien que c'est à partir de 36. Donc on a le temps d'organiser, parce que là aussi, on sait qu'il y a des contraintes organisationnelles, et que potentiellement, le déclenchement qui est prévu à 36, il va se faire à 36 plus 3 ou 36 plus 4. Et là, on ne dit pas du tout, ah, c'est dangereux. Donc, elles se veuillent d'orientation, ces recommandations, et sans mettre en difficulté les praticiens dans leur organisation de soins et dans le dialogue qu'il peut avoir avec la patiente. Et là aussi, si une patiente dit « moi, je ne souhaite pas être déclenchée », eh bien, elle a toute la place pour qu'il n'y ait pas de déclenchement. Quoi, si on est à moins de 40 microboles. Oui, madame, il faut aller vers le micro. Hein, c'est pour, je suis désolé de vous embêter. Ah, pardon, mais je vous en prie, je ne vous ai pas vu. Pas de souci, merci beaucoup. Concernant les patientes avec un taux supérieur à 100, donc on a compris qu'il y avait un intérêt à les déclencher. Est-ce que ce taux, c'est quel que soit le moment de la grossesse, ou c'est le taux, a priori, c'est quel que soit, ouais. C'est une fois qu'elle a atteint 100, une fois dans la grossesse? Exactement, c'est-à-dire que sur les données de la littérature, ce qui est présenté là, c'est un moment où on avait franchi ça. C'est pour ça que il faut qu'on garde ces données-là en restant vigilant, je dirais, puisqu'on ne sait pas si c'était un taux fait vraiment à jeun, si ça a été unique et puis pas confirmé par la suite. Globalement, parce qu'on propose de mettre en place une surveillance, le clinicien, à l'heure de se poser la question du déclenchement, doit pouvoir discuter avec la patiente en disant « Regardez, votre profil correspond bien ou correspond moins bien à une situation qui me donne envie de proposer le déclenchement dès à présent ou pas. » Je ne sais pas si je suis clair dans ce que... Si, tout à fait. Hein, voilà. C'est toute la si un jour elle a eu 110 et puis qu'après elle n'a jamais eu plus de 25 et que le 110 il date d'il y a très 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 longtemps, elle est théoriquement éligible à se voir proposer quelque chose vers 36 semaines, d'après ce que nous avons écrit, mais gardons notre libre arbitre avec la patiente pour en discuter et peut-être pas forcément se précipiter. C'est vraiment toute la difficulté, et c'est pour ça que Hugo a bien insisté, c'est que la patiente qui a eu 150 et derrière elle est à 12, elle fait partie des patientes, elles ont été analysées comme ça sur le risque de mort in utero, mais il est quand même peu probable que la maladie persiste. Mais comme un des collègues est intervenu tout à l'heure en disant peut-être que justement la maladie, elle persiste et donc il faudrait les déclencher. On ne sait absolument pas pour ces patientes. Après, les patientes qui sont en fin de grossesse avec un taux d'acide biliaire supérieur à 100, là, a priori, il y a quand même plus d'arguments, il y a un argument fort pour dire plutôt le déclenchement. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas pour... c'est pas hyper fréquent, mais les rares patientes où le taux d'acide biliaire est largement normalisé ou très drastiquement diminué et c'est très stabilisé sur la fin de la grossesse. Est-ce que ces patientes devraient dès 36? Et là aussi, il y a un libre arbitre, c'est à partir de 36, donc ça ne veut pas dire que c'est immédiatement, il y a une discussion qui a lieu avec la patiente. Ce qui gêne aussi beaucoup, c'est que finalement, sur la physiopathologie de cette mort in utero, enfin sur la cause de la mort in utero, on ne sait pas encore vraiment grand-chose. Il y a des hypothèses qui ont été données, en particulier d'une action sur les cardiomyocytes, c'est-à-dire sur le muscle cardiaque, dont on ne sait pas si c'est une action immédiate des selles biliaires ou si ça passe par des phénomènes en cascade qui peuvent garder un potentiel effet délétère tout au long de la grossesse. Et je pense que si on en savait plus sur la cause précise du décès in utero, on serait sûrement un peu plus à l'aise dans ce qu'on est amené à proposer. Madame ? Alors, ma question, on sait généralement que la cholestase intrahépatique peut déclencher une perturbation du bilan hépatique, notamment les transaminases. Donc, et on a vu là que le déclenchement se base comme sur un critère, notamment le dosage des sels biliaires. Est-ce qu'on devrait prendre en considération le taux de transaminase pour le déclenchement? Alors, tel qu'on est, on l'a pas formalisé exactement de cette manière-là, mais on a vu que l'association entre le taux de transaminase et la survenue d'une complication sévère comme la mort fœtale est un petit peu moins bien reliée. Bien sûr que si on travaille par exemple dans un lieu où on n'a pas accès au taux d'acide biliaire et qu'on a une cytolyse sur les alates particulièrement élevée, eh bien, on peut
se baser sur ces données-là pour dire je suis dans une forme qui a l'air d'avoir un retentissement biologique important, je suis peut-être dans cette population où le risque est plus élevé. Mais on n'a pas de données suffisantes, nous, pour dire est-ce qu'il faut mettre un seuil à 3 fois la normale, 5 fois la normale, etc. Donc, en tout cas, notre référence, c'est les acides biliaires. En plus, les bilans hépatiques peuvent être perturbés pour plein de raisons sur une fin de grossesse. Toujours difficile de dire c'est la maladie, pas la maladie, etc. Et donc, en tout cas, ça n'a pas été le choix. Donc, en tout cas, si vous êtes dans une situation où il y a des acides biliaires normaux, cholestase, avec un bilan hépatique perturbé, après, il y a une discussion toujours avec les gens. Si vous faites le choix de ne pas déclencher, c'est quelque chose qui est tout à fait possible par rapport à ce qu'on a dit. Si les taux d'acides biliaires sont normaux. Monsieur ? Alors, je vais compléter la réponse de Loïc. Il faut aussi, bien entendu, intégrer la clinique dans la décision. Hein. La patiente qui ne se gratte plus du tout depuis un mois, qui avait des transaminases normales, et qui a ces transaminases qui, à nouveau, sont multipliées par 5 et qui se regrattent à nouveau énormément, évidemment que cette patiente-là, sans doute, qu'il faut la déclencher. Hein. Donc, c'est une appréciation globale de la gravité de la maladie sur la clinique, les transaminases et les acides biliaires. Là où on a les données les plus performantes et les plus adaptées pour prendre des décisions, c'est les acides biliaires, mais bien entendu, ça ne nous exonère pas d'intégrer la clinique et même les transaminases dans notre réflexion. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, remettre le graphique avec les morts in utero en fonction du terme et du taux? Je me pose la question des 36 semaines. Je trouve personnellement que c'est très difficile, étant donné l'évidente gravité de la mort in utero et puis de son caractère imprévisible et du relatif bon pronostic après 34 semaines. Je trouve que c'est, personnellement, je ne sais pas ce que les autres ressentent, mais je trouve que c'est un objectif très difficile, c'est loin. Tout dépend de la façon dont on arrive justement à ces seuils. Vous l'avez compris, par la littérature, on a été limité, mais on met dans le même groupe des patientes qui, à un moment, vont avoir 100 et qui, grâce au traitement, sont redescendues à 25. Donc, nous, notre message, c'est de dire 36 pour des patientes qui, à un moment, ont franchi la barre. Si on a une patiente qui s'aggrave beaucoup et qu'à 35 semaines, vous dites, ça y est, maintenant, on est même en train de passer au-dessus de 100, on peut comprendre que la réflexion qui va être menée avec cette patiente puisse avoir du mal à dire on va tenir jusqu'à 36 plus 0 à 100%. Dans la méta-analyse d'Ovadia, le taux de mortalité in utero en groupe contrôle est de 0,38%, et vous voyez qu'à 36 semaines, vous êtes à 0,5%. Hein. Donc c'est pareil que le groupe contrôle. C'est après 36 semaines qu'on dépasse le groupe contrôle. Donc oui, et donc effectivement, si on a une patiente qui est cliniquement parfaitement stable, des transaminases qui se sont normalisées et des acides biliaires qui sont retournés en dessous de 20 ou de 25 ou même de 10, ça arrive assez souvent, bien qu'elle ait été à 50 au départ, je vois absolument pas le problème à attendre 36 semaines tranquillement. Hein. Et puis en revanche, c'est pas du tout pareil, la patiente qui avait 10 d'acide biliaire, qui se gratte de plus en plus, qui arrive à 120 d'acide biliaire, et on est à 35,5, je ne me dérangera pas de la déclencher à 35,5 celle-là. Mais il faut bien comprendre que c'est des tableaux qui sont tellement différents. Et donc il faut bien entendu apprécier cliniquement qu'est-ce qui se passe. Et en cas de stabilité et de normalité du bilan biologique au moment où on est au moment de la prise de décision, je pense qu'il n'y a pas de problème à retarder cette décision justement d'induire la naissance. Et c'est pour compléter, je crois qu'il n'y a aucune société savante qui s'était positionnée à 35 sur le tableau de mémoire. Sur le tableau, certains commençaient à proposer, voilà. 34. Mais... Et donc, en fait, ce sujet, c'est le débat qu'il peut y avoir, et d'ailleurs dans le monde anglo-saxon, ils sont plus interventionnels, sur le risque qu'on accepte par rapport à la problématique de la prématurité modérée, qui est loin d'être négligeable, en fait, en France. En tout cas, on pense que on ne va pas faire toute la problématique de la morbidité de l'enfant de 34, 35, 36. Et donc, c'est exactement la même chose dans une situation de restriction de croissance qu'on surveille à 34-35. Il y a un risque qui est un petit peu augmenté, et à partir de quand il faut déclencher? Vous avez des sociétés, les Américains, ils vont être peut-être plus interventionnistes à 34-35, et nous, en France, on va être plus à 36-37. Donc, ça fait partie du débat, mais on a vu aussi beaucoup de prématurité modérée, probablement iatrogène, et donc c'est pour ça qu'on a mis ce seuil. Mais là encore une fois, c'est interprétatif par rapport à une situation donnée, comme le disait Thomas dans l'exemple qu'il prenait. J'ai une question connexe. Est-ce que vous savez pourquoi les acides biliaires ne sont pas remboursés, puisque c'est le seul examen qui permet de poser le diagnostic d'une pathologie qui est importante pour la grossesse? Et est-ce que cette situation peut évoluer? Alors,
à titre personnel, je ne sais pas pourquoi. Je suis d'accord avec vous que c'est quand même un problème, puisque c'est une pathologie assez fréquente. Et on espère, c'est un vœu pieux, mais on espère qu'à l'occasion de ces recommandations, parce que c'est la première fois en France qu'on fait des recommandations sur la cholestase, il y en a dans les autres pays, que justement, si on dit qu'il y a une surveillance par les acides biliaires et que le taux des acides biliaires impacte sur la prise en charge décisionnelle sur la fin de la grossesse, que les pouvoirs publics vont pouvoir rembourser ce dosage des acides biliaires. Et on espère que ça sera un argument. Après, souvent, c'est les biologistes qui s'en emparent. C'est vrai que nous, on n'est pas là pour faire du lobbying auprès du gouvernement, mais je suis d'accord avec vous, c'est un problème. Je ne sais pas si quelqu'un sait pourquoi ce taux d'acide biliaire n'est pas remboursé. Non. Si quelqu'un dans la salle le sait, il peut le dire. Il faut peut-être le demander, tout simplement. Oui, tout simplement. En tout cas, dans les hôpitaux, ça rentre dans ce qu'on appelle le RIHN, c'est l'ensemble de tous les actes hors nomenclature qui sont réglés à l'hôpital dans l'année suivante. Merci. À la suite de mon prédécesseur, j'aimerais savoir, sur le plan pratico-pratique, on a encore des difficultés sur la technique de prélèvement et les études sont divergentes là-dessus. Est-ce qu'on prélève à jeun ou pas? J'aimerais que la société réponde. C'est une bonne question pratico-pratique. Oui. Denis? Oui, sur les données, on recommande de le faire à jeun. Et effectivement, on ne peut pas tout vous présenter, et Charles ne vous a pas tout présenté, mais il y a des séries qui montrent bien la variation du taux des acides biliaires, qui n'est pas énorme, mais qui fait qu'on rentre dans le seuil ou non de la maladie, en fonction si c'est à jeun ou si c'est pas à jeun. Donc en tout cas, nous, on l'a privilégié d'être plutôt à jeun, qui est là où c'est le plus bas, pour éviter d'avoir justement du surdiagnostic. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer la parole à Hugo qui revient pour faire juste un tout petit point, mais qui est une question qu'on se pose là aussi très pratico-pratique. C'est est-ce que ces femmes qui ont fait une cholestase gravidique, qu'on les voit en postpartum, est-ce qu'une contraception orale, œstroprogestative, est possible? Merci, oui, donc c'est une présentation très rapide sur la contraception en postpartum après cholestase. Donc la question qui m'a été demandée de traiter, c'est est-ce que chez les femmes qui ont présenté une cholestase gravidique, une contraception œstroprogestative augmentait-elle le risque de morbidité maternelle à court et long terme? Et les outcomes qu'on a regardés pour cette question étaient la thrombose veineuse profonde, les pathologies hépatobiliaires et la cytolyse. Alors déjà, contraception et thrombose veineuse profonde, il y a un lien établi, je ne vais pas y revenir, entre la contraception œstroprogestative et la maladie veineuse thromboembolique. Mais la cholestase gravidique n'est pas un facteur de risque de maladie veineuse thromboembolique. Et aucune étude, voilà, c'est pas nouveau encore, n'a évalué le risque spécifique de thrombose associé à la contraception œstroprogestative chez les femmes qui ont présenté une cholestase gravidique. Donc on n'a déjà pas beaucoup de données. Après, concernant la contraception œstroprogestative et le risque de pathologie hépatobiliaire. Pareil, il y a un lien établi entre contraception œstroprogestative et risque hépatobiliaire, avec un risque de cytolyse, même en dehors de cholestase gravidique, avec un risque de cholestase biologique, même en dehors de cholestase gravidique, voire même un risque un peu discordant, des données discordantes dans la littérature, d'adénome hépatique et de certaines pathologies vasculaires hépatiques type Budd-Chiari. Mais le risque, il est variable selon la molécule contraceptive utilisée et son dosage, et encore une fois, aucune étude n'a évalué ce risque chez les femmes ayant présenté une cholestase gravidique. Maintenant, contraception œstroprogestative et cytolyse. Les données de la littérature sont très faibles. Il y a 3 études. Il y a la cohorte prospective de Bach en 1990 qui a retrouvé que 15 patientes qui ont eu une contraception œstroprogestative au décours d'une cholestase gravidique. Sur les 15 patientes, il y en a une qui a décrit un prurite avec une cytolyse qui a prédominé sur les alates après contraception orale dosée à 20 microgrammes d'éthénylestradiol et 150 microgrammes de désogestrel, et qui, une fois qu'elle a à nouveau récidivé son prurite et sa cytolyse, donc c'est une seule patiente sur 15, a décidé d'arrêter son traitement, et en fait elle a arrêté sa contraception et son prurite et sa cytolyse ont complètement régressé. Cette patiente, elle avait 2 antécédents de cholestase gravidique, les 14 autres n'avaient qu'un seul antécédent de cholestase gravidique, donc les 14 autres étaient épargnés d'un prurite et d'une cytolyse sous contraception,
et il y en a une qui a récidivé. C'est la seule étude prospective qu'on ait. Sinon, il y a eu une enquête, donc une étude flash, transversale, auprès de 227 femmes au décours d'une cholestase gravidique. Quand on pose la question à ces femmes-là, il y en a 30, 14%, qui décrivent un prurite après prise d'une contraception orale dans la suite de leur grossesse qui était marquée par une cholestase gravidique. Mais aucune précision sur le type de contraceptif utilisé. Donc, bon, peut-être impression qu'il y a un peu plus de prurite, mais c'est des données qui sont pas fiables du tout sur le plan de la qualité des données, et on a très peu de détails. Et concernant la cytolyse, donc il y a une étude, concernant la dernière étude, pardon, il y a une étude cas témoin, 371 femmes qui ont eu une cholestase gravidique et 807 femmes témoins, et après prise de contraception orale dans le postpartum, dont on n'essaie encore ni la molécule ni le dosage, on retrouve une élévation des transaminases lors de cette prise de contraception orale dans le postpartum chez 31% des femmes qui avaient une cholestase gravidique versus 5% des femmes qui n'avaient pas de cholestase gravidique. Donc on a l'impression que la contraception orale en postpartum était associée à une augmentation des transaminases, mais on n'a aucune précision, ni d'ailleurs on sait si on dépassait des seuils qui étaient pathologiques de transaminases. C'est une élévation des transaminases, mais sans aucun détail. Donc au total, vous voyez bien qu'on a quasiment rien. Mais le risque de cytolyse semble majoré lors de la prise d'œstroprogestatif après un épisode de cholestase gravidique, avec une qualité de la preuve extrêmement faible. Donc on a quand même l'impression que compte tenu de ces données, la qualité de la preuve est très faible, l'antécédent de cholestase gravidique ne suffit pas à être une contre-indication à la prise d'une contraception œstroprogestative. Il faut continuer à respecter les contre-indications classiques, qu'elles soient vasculaires ou hépatiques, mais autres que la cholestase gravidique, de la prise d'une contraception œstroprogestative. Et on a décidé de recommander, avec une recommandation faible, une qualité de la preuve très basse, que chez les femmes qui ont présenté une cholestase gravidique, il est recommandé de contrôler la normalisation du bilan hépatique. Ça, c'est pour faire le diagnostic a posteriori que c'était vraiment une cholestase gravidique, puisque tout est rentré dans l'ordre après la grossesse. Donc il faut contrôler la normalisation du bilan après l'accouchement, et avant de prescrire une contraception œstroprogestative, idéalement faiblement dosée en œstrogène. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être un risque de récidive du prurite et de la cytolyse, et qu'on préconise, on propose de faire un dosage des transaminases sous contraception œstroprogestative pour s'assurer de l'absence justement des cytolyses sous contraception. On a soumis cette recommandation au panel de relecteurs, 88% étaient d'accord, donc on a adopté cette recommandation. Je vous remercie. Merci Hugo. Est-ce qu'il y a des questions sur cette problématique de la contraception du postpartum ou du postpartum ? Encore moi, j'ai une question qui n'a rien à voir et une information à partager. La question qui n'a rien à voir, quel est le risque de récurrence aux grossesses successives ? Je ne sais plus si vous l'avez dit. On a fait une cholestase, est-ce qu'on en fera une à la grossesse d'après ? On ne l'a pas dit, mais il est pas négligeable. Je suis tout à fait, il n'est pas négligeable, mais il n'y a pas de données propres sur le sujet. Il y a des vieilles données dans la littérature qui disent que le risque il est autour de 10-15%, sans spécifier sur la sévérité aussi de leur récidive. Mais ce n'est pas très propre, et c'est des données anciennes. Avec des effets qui sont des effets génétiques, il y a plusieurs mutations qui ont été décrites, et des populations en particulier en Amérique du Sud. Et sur ma remarque, c'est qu'à la question qui a été posée, pourquoi ça n'est pas remboursé, j'ai demandé à mon collègue, le docteur Google, qui m'a dit qu'il ne savait pas, mais qu'il y avait une pétition avec déjà 871 signatures qui demandent le remboursement. Donc, quand il y aura 1000 signatures, ça fera un peu de bruit. Donc, si dans la salle, il y a des gens qui veulent que ce soit remboursé, ils trouveront, ils tapent tout ça, et ils trouveront la pétition. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont tout de suite donné une pétition. Peut-être que l'intelligence artificielle sait que je suis râleur, donc on me fait signer des pétitions. Merci Marc. Merci beaucoup. On va demander à GT Chat, sinon. S'il n'y a pas d'autres questions, donc Franck Perrotin, qui était notre président, va vous résumer donc ces fameuses 13-14 questions PICO principales pour conclure cette session. Merci beaucoup. Merci Loïc. Oui, alors quand le conseil d'administration m'a demandé d'être le président de ces recommandations, je pense que c'est parce que j'avais eu la chance de travailler
à Tours avec Yannick Bach. Yannick Bach est un hépatologue à la retraite maintenant, qui nous a beaucoup ouvert les yeux à Tours sur les dangers de la cholestase. Je pense qu'il n'y a pas une seule sage-femme qui ne sait pas qu'il faut faire un bilan hépatique et des sels biliaires quand une patiente se gratte. Il nous a aussi beaucoup ouvert les yeux, peut-être un peu trop d'ailleurs, sur le risque de mort in utero. Et je me souviens d'une thèse qu'on avait co-encadrée tous les deux dans les années 2000, où en fait on avait 50% de naissances prématurées sur la série et 50% de césariennes, ce qui paraissait quand même un tribut assez lourd payé à un risque potentiel de mort in utero. Il y avait une mort in utero dans la série. Je ne me souviens plus vraiment de l'effectif, mais il était assez conséquent parce qu'avec la notoriété d'Yannick Bach, on avait quand même pas mal de patientes dans notre série. Voilà, donc j'ai assisté à cette désescalade dont on ne peut que se réjouir. Et donc je vais vous représenter assez rapidement les différents points, les bullet points, comme disent les anglo-saxons, de ces recommandations. Alors, globalement, ces recommandations, ce sont des recommandations qui sont globalement fortes, effectivement, avec une preuve de qualité modérée à faible, comme vous l'ont expliqué les différents intervenants. Néanmoins, donc, la méthodologie Delphi qui a été utilisée pour valider ces questions PICO ont permis d'obtenir un accord dans 100% des 14 questions, enfin en tout cas 100% des 13, et également de la définition après 2 tours de Delphi, mais le deuxième tour uniquement pour une seule question. Alors sur le diagnostic, ce qu'il faut retenir, mais ça je pense qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté et que la majorité d'entre vous avait ça en tête, c'est qu'il faut y penser évidemment systématiquement devant un prurite. Il faut peut-être répéter quand même que ce prurite, il a des caractéristiques cliniques d'interrogatoire de prurite et qu'il touche principalement les extrémités. On n'a pas parlé, même si la petite photo vous faisait voir une femme qui se grattait le ventre, ce n'est pas un prurite des vergetures, ce n'est pas un prurite abdominal, c'est un prurite qui est palmoplantaire. Avec des marqueurs biologiques, évidemment, les acides biliaires supérieurs à 10 micromoles par litre à jeun, on répétera bien que c'est à jeun qu'on doit faire le prélèvement, ou éventuellement une élévation des alates supérieure à 2 fois la normale. Il est également important de souligner la nécessité de l'examen clinique, je l'ai dit tout à l'heure, en particulier pour faire un diagnostic différentiel avec des dermatoses. Il y a quand même plusieurs dossiers que moi j'ai vu passer avec, tout le monde avait sauté sur l'étiologie de la cholestase, mais personne n'avait pensé à une éventuelle éruption prurigineuse de la grossesse. Et puis, l'autre élément également de ces recommandations, c'est de ne pas proposer de bilan à titre systématique. Ça a été bien discuté tout à l'heure, ni sur le plan biologique, ni sur le plan échographique, avec là aussi quand même la possibilité à chacun de moduler cette recommandation. Alors, ce qui intéresse le clinicien dans ces recommandations, ça va être donc la prise en charge du prurite. Donc, il faut ressouligner que c'est quelque chose qui peut retentir de façon extrêmement lourde sur la qualité de la fin de grossesse. On est quand même dans une société aujourd'hui où la grossesse doit être belle à la fin, encadrée d'une naissance qui est un événement heureux. Donc, c'est quand même des éléments à prendre en ligne de compte. Et l'altération en particulier du sommeil maternel peut être extrêmement lourde chez une femme qui a un prurite qui aura toujours tendance en plus à augmenter en début de nuit. Également prévenir la prématurité spontanée qui est source de morbidité comme cela a été dit, et prévenir le risque de mort fœtale in utero, de mortalité périnatale et principalement donc, ce risque de mort fœtale in utero. Alors, sur le plan du prurite, je pense que le grand gagnant, vous l'avez remarqué, c'est l'acide urso-désoxycholique. Donc, il est recommandé, pour réduire le prurite, c'est une recommandation forte avec une qualité de preuve qui est toutefois modérée, mais c'est une recommandation forte. Et cette recommandation supprime également, en fait, l'ouverture qu'il pouvait y avoir d'utiliser de la S-adénosine-méthionine, la dexaméthasone, la gomme de Gard, le charbon activé. En tout cas, c'est maintenant avec les éléments de recommandation fortes que l'on a des substances qui ne seront pas utilisées. Et ça a été largement discuté. Enfin, les raisons pour lesquelles
ces différentes substances ne doivent pas être utilisées ont été largement soulignées. Pour la cholestéramine également, donc ça c'est un point de la recommandation, qui est également une recommandation forte. Chez les femmes ayant une cholestase gravidique, il est recommandé d'utiliser l'acide urso-désoxycholique et non la cholestéramine ou la SAM pour réduire l'intensité du prurite maternel. Alors, est-ce qu'on doit associer un traitement éventuel de type antihistaminique à l'acide urso-désoxycholique? Ce qui amène quand même à réfléchir, c'est effectivement que dans les essais les plus larges, en particulier l'essai Peaches, il y a quand même pratiquement 4 patientes sur 5 qui utilisaient un traitement associé avec un antihistaminique, en plus de l'acide urso-désoxycholique et du placebo. Et que deuxième élément également important, ces antihistaminiques sont quand même très largement utilisés dans toutes les dermatoses prurigineuses, qu'il s'agisse de dermatoses prurigineuses en dehors de la grossesse ou pendant la grossesse, et que donc l'idée n'est pas forcément de les sortir complètement, même si les données de la littérature sont largement insuffisantes pour donner une recommandation, et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de recommandation avec qualité de preuve basse pour la prise en charge associée avec des antihistaminiques. La rifampicine et les échanges plasmatiques, vous vous souvenez, chez les femmes qui présentent une cholestase gravidique, nous avons dit qu'il était recommandé de ne pas utiliser la rifampicine pour réduire le prurite maternel et la morbidité périnatale, et également pour les échanges plasmatiques en raison de leur lourdeur en particulier. Il est recommandé de ne pas avoir recours à ces échanges plasmatiques. Alors, il faut se souvenir également que l'acide urso-désoxycholique, s'il a un effet sur le prurite, il a également un effet sur l'amélioration du bilan biologique, qu'il s'agisse des acides biliaires totaux comme des transaminases. Je ne vais pas vous représenter les essais randomisés, mais pour resaluer encore Yannick Bach, avec qui j'avais vraiment eu beaucoup de plaisir à travailler, sa méta-analyse de 2012 montrait clairement qu'il y avait une diminution dans un peu plus de la moitié des cas sous acide urso-désoxycholique, alors que cette diminution ne touchait pas 20% des patientes avec le placebo. Donc c'est la recommandation chez les femmes qui présentent une cholestase gravidique d'administrer de l'acide urso-désoxycholique également pour s'assurer de la diminution des acides biliaires totaux et des alates. Un point évidemment crucial, c'est la réduction de la mortalité in utero, surtout quand on a été amené dans les années passées à des prises en charge extrêmement agressives par rapport à ce risque. Et on voit bien par rapport aux questions qui ont été posées tout à l'heure que c'est encore évidemment un sujet chaud dans la tête de tout le monde. Alors la restriction, vous l'avez bien compris, c'est que dans la plupart des études qui ont été publiées, en particulier dans la méta-analyse d'Ovadia, c'est la valeur biologique maximale des acides biliaires qui a été retenue. Il faut se souvenir quand même que c'est un événement qui est rare. Je pense que le fait que la pathologie ait été en premier lieu managée, ou en tout cas réfléchie par des hépatologues, fait vraisemblablement beaucoup à cette crainte du risque de mort fœtale in utero, qui est à des taux qui sont inférieurs à la plupart des autres pathologies que l'on connaît. Je pense en particulier à la prééclampsie, au diabète gestationnel. On est à des risques qui sont globalement bien en dessous, mais néanmoins, donc, c'est logique d'en tenir compte. Vous vous souvenez de ce schéma qui vous a été présenté à plusieurs reprises, juste pour souligner que donc, c'est essentiellement des patientes qui ont des taux d'acide biliaire qui vont être supérieurs à 100 micromoles par litre, qui font l'objet donc de ce risque, de surcroît de risque de mort in utero, avec un hazard ratio qui était à 30,5 chez des femmes avec un taux supérieur à 100 micromoles par litre, versus des patientes qui avaient un taux inférieur à 40 micromoles par litre. La question posée à laquelle on n'a pas de réponse, c'est de savoir si l'acide urso-désoxycholique, dans la mesure où il va baisser le taux d'acide biliaire, a également un impact sur la diminution de la mort fœtale in utero. Toutefois, de façon physiopathologique, on peut imaginer qu'il y a un effet, mais qui n'est absolument pas montré dans les essais qui ont été publiés en raison de la faiblesse de la rareté de l'événement mort fœtale in utero,
et du fait également, comme nous l'a expliqué tout à l'heure Nicolas, qu'il y avait un gommage de cet effet vraisemblablement de l'acide urso-désoxycholique par le déclenchement qui était réalisé dans la majorité des cas. Donc chez les femmes qui ont une cholestase gravidique, attention de ne pas imaginer que parce qu'on prescrit de l'acide urso-désoxycholique, on prévient le risque de mort fœtale in utero. Ça, c'est un peu le message, je dirais, subliminal qu'il faut lire quand on dit que les femmes présentant une cholestase gravidique, il n'est pas recommandé de prescrire de l'acide urso-désoxycholique dans le seul but de réduire une mort fœtale in utero, la mortalité périnatale, le risque d'hospitalisation en néonatologie ou de score d'Apgar inférieur à 7 à 5 minutes. Pour la prématurité, un tout petit peu différent, dans la mesure où ça a été mis en évidence, là, du coup, sur le plan des études, en particulier de la méta-analyse d'Ovadia, où on voit que, de la même façon, le taux joue de façon importante dans le risque de prématurité, avec un hazard ratio à 2,77 chez les femmes qui ont un taux d'acide biliaire supérieur à 100 micromoles par litre. Et ce qui, là, du coup, dans la mesure où c'est un événement qui est quand même beaucoup plus fréquent et dont l'effet n'est pas, du coup, estompé par le déclenchement, on peut mettre en évidence le fait que l'acide urso-désoxycholique réduit la prématurité totale et possiblement avec une réduction de la prématurité spontanée. On sait que les acides biliaires ont un rôle potentiel sur le muscle lisse utérin et que vraisemblablement, là, on observe un effet, là où on ne l'observait pas, sur la mort fœtale in utero. Donc, d'où la recommandation, chez les femmes qui ont une cholestase, il est recommandé de prescrire de l'acide urso-désoxycholique pour réduire la prématurité, donc on va avoir un effet sur la prématurité. J'ai repris cette diapo de Nicolas parce que je l'aime bien et elle présente vraiment bien la synthèse de ce qu'on peut dire sur l'acide urso-désoxycholique, qui est quand même le traitement de la cholestase gravidique. Donc, chez les femmes qui ont une cholestase, l'administration d'urso-désoxycholique va réduire le prurite, va améliorer le bilan biologique et va réduire la prématurité. Et par contre, attention à ne pas imaginer que ça puisse avoir un effet, en tout cas il n'est pas mis en évidence, sur la mort in utero, sur la mortalité périnatale, le score d'Apgar inférieur à 7 et l'hospitalisation en néonatologie. Mort fœtale in utero, c'est peut-être un pléonasme, mais moi ça me plaisait bien quand même, c'est un peu comme pour les enfants, je crois que de redire parfois 2 fois la même chose, ça n'a pas un effet négligeable, ça crée vraiment une image dans la tête peut-être plus forte que de le dire qu'une seule fois. Alors sur la surveillance, là aussi, il est évident que dans la mesure où on va se calquer sur les taux maximaux de sel biliaire qu'ont présenté les patientes pendant la grossesse, il est évident qu'on ne peut pas ne pas recommander une surveillance des acides biliaires et des transaminases. Et là aussi, même si on est gêné sur la fréquence, qu'on n'a pas pu déterminer, à chaque équipe un peu de voir à quelle fréquence cette surveillance est réalisée. Je pense que dans la majorité des équipes, on doit tourner autour d'un dosage 1 fois par semaine. Enfin, en tout cas, je pense que dans la majorité des cas, c'est un petit peu ce qui est réalisé. La surveillance par analyse du rythme cardiaque fœtal ou par échographie obstétricale, c'est pareil. On est pour l'instant sans données par rapport à tout cela, donc d'où l'absence de recommandations. Peut-être que dans les années à venir, d'ailleurs, des modes de surveillance du rythme cardiaque fœtal qui vont émerger, qui vont être beaucoup plus continus et peut-être beaucoup plus prolongés, permettront d'affiner ces choses et peut-être de trouver des signes avant-coureurs à cette mort fœtale in utero. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le mécanisme physiopathologique reste encore à décrire. Sur le terme de naissance, donc c'est tout frais, donc juste pour vous repréciser que même si la discussion au cas par cas est importante, que la décision doit être partagée avec la patiente, bien évidemment, sur le moment du déclenchement. Et selon la tolérance maternelle, c'est vrai qu'on a aussi des patientes qui, par l'importance du prurite, amènent à demander le déclenchement. Ce n'est pas toujours la peur de la mort fœtale qui va leur faire nous solliciter pour un déclenchement. C'est parfois juste le fait que c'est invivable de se démanger en permanence. Et donc ce seuil de 100 micromoles par litre qui fait recommander d'induire la naissance en cas de concentration donc supérieure à 100 à partir de 36 semaines. En dessous de 100 micromoles par litre, l'idée est beaucoup plus une discussion au cas par cas, et d'ouvrir évidemment la porte d'une naissance entre 37 et 40 et 39 plus 6, tout en sachant que là, l'augmentation du risque de mort in utero
est à la limite de la justification de déclencher à ce moment-là. La contraception, rapidement, juste pour dire qu'effectivement, il est important d'attendre une normalisation du bilan hépatique avant de prescrire une contraception estro-progestative. Voilà, la position de président, c'est sûrement la meilleure des positions dans des recommandations, parce que finalement, tout le travail est fait à la fois par les organisateurs et par les experts. Donc, je voulais, pour terminer, vraiment les remercier évidemment les 3 organisateurs, dont c'était, on l'a compris, leur dernière organisation de recommandations. Vraiment, merci. On avait vraiment là un trio extrêmement performant, ouvert, avec une énorme culture à la mise en place de ces recommandations. Donc ça a été un travail grandement facilité par ça. Et puis les experts, alors les experts, vous les avez vus, hein, ils sont un peu comme les canards en fait. Hein, ils sont à la fois extrêmement calmes et posés en surface, mais ils ont fait un boulot énorme, et donc ils ont énormément pédalé en dessous du niveau de la mer. Et donc je voulais les remercier tous, évidemment, individuellement, Anan, Charles, Nicolas, Denis, Hugo et Pierre. Merci et bravo pour ces recommandations. Merci beaucoup, Franck. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions, je ne pense pas. Moi, j'avais encore juste Oui. 2 dernières questions, excusez-moi. Du coup, la patiente qui vient en urgence, qui a un prurite typique, qui a des transaminases normales et qui a des acides biliaires qui sont légèrement ou modérément élevés, on lui propose de revenir le lendemain faire un dosage à jeun pour confirmer. Et ma deuxième question, c'est quand on est dans une structure où on a les résultats des acides biliaires qui, des fois, peuvent prendre plusieurs jours et qu'on est par exemple sur le week-end, de nouveau qu'il y a une patiente qui a des symptômes typiques, est-ce qu'il y a encore une place pour introduire le traitement avant d'avoir le résultat des acides biliaires? Alors, oui, on peut dire à la patiente, revenez demain matin, il n'y a pas une urgence absolue, pour faire un bilan sanguin, c'est quelque chose à jeun, c'est pour confirmer. Après, il faut voir si votre premier bilan, si vous n'avez pas fait de bilan, oui, on peut tout à fait. Là encore, c'est difficile à répondre. En termes d'organisation, ça ne me choque absolument pas si la patiente vient dire vous n'êtes pas à jeun, on attend que vous soyez à jeun. Et après, ça dépend des labos, parce qu'effectivement, si elle est à 22h, et même si elle est à jeun à 22h, il y a des labos qui ne font pas évidemment ces examens en urgence, parce que souvent, ce n'est pas dans un contexte d'urgence. Et c'est bien parce que ce n'est pas dans un contexte d'urgence qu'on n'est pas à 24 heures près. La deuxième chose, c'est qu'on habite loin ou qu'on est dans une structure où, effectivement, les acides biliaires, il y a des labos qui les rendent en 48 heures, et le week-end qui ne sont pas réalisés, donc c'est un petit peu compliqué en termes de surveillance. Mais alors, il n'y a rien qui justifie de faire des surveillances toutes les 24-48 heures, donc on peut faire une surveillance le vendredi, une surveillance le lundi pour les acides biliaires. Et si vous êtes dans une situation effectivement très éloignée d'un laboratoire qui ne fait pas de surveillance d'acides biliaires, c'est vrai que sur la fin de la grossesse, c'est un petit peu embêtant. Et après, il faut voir par rapport aux derniers résultats que vous avez pour proposer un déclenchement 37, 38, parce que si vous n'avez pas une surveillance tous les 15 jours, c'est un peu compliqué. Après, ça dépend aussi s'il était à 80 ou 100. À un moment donné, puis elle est descendue à 20. Là, on va se méfier. Si elle était plutôt tout le temps à 10, la probabilité que sur la fin de la grossesse, ça fasse 10, 80 est assez faible. Donc, c'est difficile de répondre à toutes ces questions qui sont des questions très pratico-pratiques dont les RPC auxquelles ne peuvent pas répondre parce qu'il n'y a pas de littérature, mais ça ne me paraît pas insurmontable. Ouais. Sur un prurite, peut-être qu'on peut faire aussi des alates, hein, tout simplement. On a, en général, le résultat des alates est beaucoup plus rapide à obtenir que celui des sels biliaires. Dans le protocole qu'on avait il y a quelques années, on faisait toujours en première intention les alates, qui étaient un peu peut-être ridicules, mais avant de proposer les sels biliaires. Et du coup, ça peut permettre, si vous êtes après 36 semaines par exemple, et que vous vous posez la question d'introduire très rapidement un traitement sur des alates, éventuellement, ça peut être fait. Merci. C'est bon, Didier? Non? Si tu m'accordes 2 secondes, c'est essentiellement pour des remerciements. D'abord, remercier le groupe de travail pour ces très, très belles recommandations. Donc, bravo, on est bien conscient de l'énormité du travail. Et puis, à titre personnel, moi, je tiens aussi à remercier Marie-Victoire, Loïc et Thomas pour toutes ces années et tout le travail fourni et toute cette grande qualité qui ont modifié les pratiques professionnelles. Et aussi à titre personnel, parce que j'ai eu le bonheur de travailler avec vous. Et puis, pour Franck, non, ce n'est pas un pléonasme de dire morphetal in utero, parce que
Les anciens utilisaient cette dénomination pour différencier la mort en dehors du travail, la mort fœtale en dehors du travail, de celle qui survient au cours du travail, c'est-à-dire la mort intrapartum. Voilà, donc ça sera pour les futurs. Merci Didier. Et donc l'année prochaine, il y aura donc Jeanne Sibud, Charles Garabédian et Nicolas Sadanès qui vous présenteront les travaux qu'ils sont déjà en train de réaliser. C'est un travail énorme qu'ils sont en train de faire sur cette fameuse mort fœtale, in utero ou pas. À bientôt et à l'année prochaine.